La démocratie est-elle en danger? Ce sera le thème d'une conférence jeudi 12 janvier à 20h30 au Vésiné, une conférence organisée par Advance, l'association Advance, laboratoire d'idées pour l'évolution des politiques publiques au Vésiné. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Philippe Pascot, bonjour. Bonjour. Vous serez justement l'invité de cette conférence. Vous avez signé notamment Pilleurs d'État. Plus de 35 millions de vues sur Internet, tome 2 du Goudron et des plumes, délit d'élus. Vous parlez beaucoup des élus locaux également. Avant cela, en ce début janvier, est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan de l'année 2016, bilan politique de cette année 2016? On a parlé du Brexit, on a parlé de la victoire de Donald Trump ou encore de François Fillon. Quels sont les enseignements, selon vous, qu'on peut tirer de ces derniers mois? Au niveau politique, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que rien n'est gagné d'avance. On l'a vu avec M. Fillon. Et qu'aujourd'hui, on est dans une phase de révolution où, quelque part, il va se passer soit un enfermement des politiques dans leurs privilèges et leurs avantages, soit une libération du peuple qui va se débarrasser, j'espère, de tous les politiques frelatés. François Hollande, qui n'est pas candidat à sa propre succession, une première sous la Ve République, est-ce que vous avez été étonné? Et là aussi... Pas du tout. Moi qui ai travaillé 9 ans avec Manuel Valls, dont j'étais le maire adjoint, je peux vous assurer que face à Manuel Valls, François Hollande n'avait aucune chance. Mais c'est difficile, on peut l'imaginer, de renoncer. Je pense que ça doit être difficile, mais à la limite, c'est son problème. Puis de toute manière, 4% d'opinion favorable. Et ça a remonté après cette annonce. C'est toujours il est comme redevenu ça. Populaire. Vous avez remarqué, en France, il y a une particularité, c'est que dès que vous êtes mort, vous devenez intéressant. D'accord. Avant, pas terrible. Mais dès que vous êtes mort, tout le monde vous trouve bien. Comment pourriez-vous vous définir ? En tant que lanceur d'alerte? Alors, lanceur d'alerte, je n'aurais pas cette prétention parce que je ne suis pas quelqu'un qui risque... pour l'éveil des consciences. Voilà, je suis plutôt un éveilleur de conscience et je pars d'un principe que plus on sera transparent en politique, moins ils pourront abuser. Il y a quand même des choses innommables aujourd'hui qui sont totalement inadmissibles, où on se rend compte que de plus en plus, il va y avoir une caste politique, je dirais même une caste politique, mafioso, qui dirige le peuple en ne partageant rien. Mais ce constat, vous l'avez fait quand vous étiez maire adjoint? J'ai toujours été un emmerdeur public. Donc même quand j'étais connu à Évry pour ça, je n'ai jamais accepté d'avoir le doigt sous la couture. C'est pas parce que le pouvoir est en place que le pouvoir a raison. C'est pas parce que vous êtes d'une obédience politique que tous les gens de votre obédience politique sont des gens sincères. Malheureusement en politique, c'est le système qui est vérolé. Et le système, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du centre, les gens des extrêmes, une fois qu'ils sont dedans, ils en profitent parce que la soupe est bonne. Mais le constat, vous l'avez fait quand? Est-ce que le fait d'avoir été élu vous a ouvert les yeux? Moi, ça m'a permis d'être à l'intérieur. On ne peut pas critiquer les choses quand on est à l'extérieur. Donc moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie. C'est-à-dire que quand je critique quelque chose, je vais voir à l'intérieur comment ça se passe. J'ai vu, j'ai constaté. Vous êtes resté 9 ans, c'est que c'était pas si mal finalement. Mais oui, c'était bien, j'ai pas à me plaindre. Mais sauf que moi, j'ai jamais mis les doigts dans la confiture. J'ai jamais accepté un pot de vin. Et en 25 ans de politique, je me suis fait rembourser une seule fois une note de restaurant. Donc c'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on doit systématiquement être pourri. Et mon discours, c'est pas non plus de dire tous les élus sont pourris. Tous les élus sont pas pourris. Je vais vous citer d'ailleurs, dire que les élus sont pourris est une erreur magistrale, mais écrire que la proportion d'élus malfaisants est infinie, décimale, est aussi une hérésie. Complètement. Tous pourris finalement, Tous pourris, ça n'existe pas. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui ferment les yeux, qui disent rien. Vous dites une grosse minorité. Une grosse minorité. Avant, je parlais d'une petite minorité. Au fur et à mesure que j'écris mes livres, je m'aperçois que c'est quand même une grosse minorité. Et il y a aussi une grosse majorité, une grosse minorité. Il y a aussi une grosse majorité qui ne dit rien et qui ferme les yeux. Parce qu'un élu pourri, il n'est pas tout seul. Un élu pourri, il y a la secrétaire qui signe le papier. Il y a le préfet qui valide les décisions éhontées de certains élus. Il y a le trésorier payeur qui paye sans justificatif. Il y a toute une chaîne de gens qui ferment les yeux parce que les gens ont au pouvoir, parce que c'est l'élu, parce qu'il ne faut rien dire. C'est toute tendance confondue? Toute tendance confondue. Constat que vous en avez fait? Mais ce n'est pas un constat, j'en ai des preuves. Je n'ai rien écrit dans mes livres qui n'était inventé. Je n'ai écrit que du factuel. Je n'ai écrit que des vérités. C'est-à-dire que 1200 noms, j'ai pas eu beaucoup de procès. Comment vous expliquez la défiance des Français vis-à-vis des élus? C'est justement ces cas, il y a eu l'affaire Cahuzac notamment, qui a été un électrochoc également. Parce qu'aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on peut savoir très vite. Moi, quand je lance une information, je peux toucher 1 million de personnes aujourd'hui. Je me sers d'Internet, j'ai plus besoin des réseaux officiels. Je balance une information, 1 million de personnes l'ont. Donc aujourd'hui, la transparence dessert les hommes politiques. C'est aussi pour ça qu'ils resserrent les vis de plus en plus. C'est aussi pour ça qu'ils font des lois aujourd'hui, pour que l'expression des journalistes, pour que les journaux soient tenus que par 3 ou 4 personnes. Et quand l'association Transparency France dit que finalement le bilan du quinquennat n'est pas si mal, au niveau notamment de la transparence de la vie publique et de la lutte contre la corruption. Alors il y a des progrès.
Il y a des progrès ? Il y a des progrès. C'est vrai qu'on a balancé une loi sur le patrimoine après l'affaire Cahuzac. Mais cette loi sur le patrimoine, c'est de la vraie daube. Pour accéder aux informations, c'est un véritable parcours du combattant. C'est vrai que je comprends Transparency, on a fait une loi qui dit que chaque élu doit remplir une déclaration d'intérêt. Mais ces mecs-là, ils le font sur l'honneur. Moi, je les ai consultés, ces déclarations. Il y a la moitié des mecs qui ont mis n'importe quoi. C'est un parcours du combattant de consulter ces... Alors, la déclaration d'activité, non. La déclaration de patrimoine, c'est une folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous publiez quelque chose que vous avez obtenu au bout de 2 mois en étant été à préfecture, en ne prenant pas de photos, en n'ayant qu'un crayon avec un mec derrière vous, si vous publiez quelque chose sur le patrimoine d'un élu, vous pouvez être condamné à 45 000 € d'amende. Quand même, il faut le faire. Par contre, un élu qui truande son patrimoine, lui, il est condamné qu'à 35 000. Et il y a des trucs qui sont aberrations, j'ai découvert et je le dis partout. Pourquoi aujourd'hui, il faut, dans 396 métiers, vous, journalistes, présenter un casier judiciaire vierge? Pour être élu, non. Qu'est-ce que vous dénoncez? Parce qu'il y a des pistes de réflexion, notamment à la fin du Goudron et des Plumes, sur ce qui pourrait changer. Ça fait partie des pistes. Des choses simples, uniquement des pistes de travail pour qu'il y ait moins de corruption en France, qu'il y ait plus de transparence. Encore une fois, comment ça se fait alors que j'ai violé des femmes et que j'ai détourné du pognon, je peux être élu? Par contre, je ne peux pas être pompier. C'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'avez-vous pensé de la loi sur le non-cumul des mandats? Promesse de campagne de François Hollande. Pourquoi? Vous voulez que je vous donne, vous avez 30 secondes? Eh ben, je peux vous prouver par A plus B que la loi sur le non-cumul des mandats est une bonne loi qui, encore une fois, va être dévoyée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en mars 2017, il y a des élus qui vont rendre leur mandat, d'accord? Donc s'ils rendent leur mandat, ça veut dire qu'il y a des mandats qui sont libres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Plus d'élus. On va encore faire plus d'élus, alors que nous sommes déjà les recordman du monde des élus, hein, je le rappelle. Plus de 618 000 élus en France. L'objectif, c'était le renouvellement de la vie politique. Est-ce que ce ne sera pas le cas, finalement? Mais rien du tout, parce que quand je vais rendre mon mandat, je ne vais pas le donner à un mec de droite, tiens, je suis un mec de gauche, donc je vais le donner à quelqu'un de mon parti ou quelqu'un de mon obédience, donc plus d'élus. Mais on va me dire, et je vous prends à 50 contre 1. Comme c'est des petits mandats qu'on va rendre, on va dire, mais attendez, si vous ne voulez pas que ces gens-là soient pervertis, il faut augmenter leurs indemnités. Si vous ne voulez pas que ces gens-là soient tentés par la corruption, donc on va augmenter les indemnités de ces nouveaux élus. Ça, c'est le deuxième partie de l'histoire. Mais il y en a une troisième derrière. C'est que l'élu qui aura rendu son mandat, et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, puisqu'il y a un type qui s'appelle Xavier Bertrand qui a fait ça, eh ben, il va trouver une combine pour se redonner du pognon. Xavier Bertrand s'est fait voter 5 500 €, rappelez-vous. Vous parlez des Républicains, François Fillon, qui a d'ores et déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur cette loi du non-cumul des mandats. Oui, Est-ce que finalement c'est une bonne chose de dire qu'il va tenir tête à certains députés de son parti? À partir du moment où la loi sur le non-cumul des mandats débouche sur quelque chose d'encore plus perverti, à quoi ça sert? C'est pas sur le non-cumul des mandats qu'il faut lutter, c'est sur l'argent qu'on verse. Si par exemple, comme moi, quand je veux travailler dans plusieurs associations, je peux, mais je le fais de façon bénévole. Si les mecs ils veulent plusieurs mandats, faites-le les enfants, mais vous ne touchez pas une thune, ni en indemnité, ni en avantage. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de monde qui va se présenter. Vous écrivez être plus favorable à réduire, regrouper, fondre les mandats. Mais c'est évident. Il y a trop de mandats. Vous êtes entendu quand oui, par les candidats, on a une année 2007 avec beaucoup de scrutins. Par certains candidats, je commence à être entendu. Par tous les candidats, je ne peux pas être entendu, puisque ces gens-là profitent de la soupe. Donc ils font semblant de vous dire qu'ils vont le faire, mais ils ne le feront pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette primaire de la droite et du centre, et prochainement de la primaire de la gauche? Est-ce que c'est bon pour la démocratie, ces primaires? Mais c'est de l'antidémocratique. Pour vous, ça tue le débat? Mais non seulement ça tue le débat, mais on sait déjà à l'avance. Pourquoi aller voter au mois de mai? On saura déjà. Vous faites des élections avant les élections. Les électeurs pensaient de la droite et du centre pensaient que ce serait Alain Juppé, et finalement ça a été François Fillon. Mais c'est une folie, le type qui se présente. Alors il n'y a plus de démocratie derrière. Il n'y a plus possibilité de se présenter contre ces gens-là. Encore une fois, c'est les deux gros blocs qui vont gagner dans ce genre de choses. Mais les gens qui ont quelque chose, les nouveaux, où ils sont les nouveaux là-dedans? Encore une fois, on nous met des primaires uniquement pour conforter les partis dominants, pour conforter des deux blocs. Et qu'est-ce qui va sortir de ces primaires? 2 blocs. Ces 2 blocs qui sont de plus en plus les mêmes. Donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas démocratique, c'est de la fausse démocratie. Rappelez-vous, 4 millions de personnes qui ont voté aux primaires. 4 millions de personnes. Il y a plus de 44 millions de votants en France. C'est démocratique. Sur la primaire de gauche, il va y avoir 2 millions de personnes et ça arrange bien M. Valls. D'ailleurs, moins vous allez voter, plus M. Valls sera élu. Donc aux primaires, il n'y aura que 2 millions. Donc 5% des électeurs, et on dit que c'est la France. Mais c'est quoi ces primaires? Vous parliez de 2 blocs, on a quand même vu la candidature d'Emmanuel Macron notamment, de M. Mélenchon, de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Oui, en dehors des blocs. On va voir ce que ça donne à la finale. Ça s'appelle des sondages, c'est la grande tendance. Non seulement je me méfie des sondages, mais moi je conseille aux gens, je vais vous donner un truc que je vais lancer d'ailleurs d'ici peu, une pétition, je demande aux gens de s'engager à répondre n'importe quoi à tous les sondages. Foutons en l'air les sondages.
Monsieur une défiance. Non seulement il faut pas avoir une défiance, répondez à tous les sondages. Faisons passer la marge d'erreur des sondages de 5 à 15%. Pour revenir quand même sur cette préambule. Je rappelle quand même que sur les sondages, M. Bolloré vient d'acheter l'Ipsos. C'est pas gratuit, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été maire adjoint Évry 2001-2010. Conseiller régional aussi. Conseiller régional d'Île-de-France. Président de la formation professionnelle, je sais de quoi je parle. Lorsque Manuel Valls était maire, qu'est-ce que vous inspire la candidature de Manuel Valls? Et lorsqu'il dit que finalement il a été forcé par les frondeurs de faire usage du 49.3 qu'il veut maintenant supprimer. Oui, est-ce que là, ça participe pas finalement à la défiance des Français vis-à-vis des politiques? Ça participe au fait que les politiques font exactement la même chose et que Valls, il est passé de l'autre côté du miroir et que maintenant il est Dark Vador. Je veux dire, il fait exactement ce qu'il dénonçait il y a quelques années, il fait exactement la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'il promet des choses qu'il ne faisait pas ou il a fait des choses qu'il n'a pas promis. Donc dire que Manuel Valls, on l'a obligé à faire le 49.3, c'est quoi? C'est accuser François Hollande directement, parce qu'au-dessus de lui, il y avait plus... C'est lui qui le dit. Mais je sais que c'est lui qui le dit. Mais oui, c'est les pauvres petits frondeurs. Le pauvre Manuel Valls, que moi j'ai connu à la mairie d'Évry, il est évident qu'on lui impose, que le pauvre petit garçon, le pauvre Calimero, il n'a pas pu faire autrement. Je le plains en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre, alors que c'est un type qui avait de la poigne, il n'a pas pu faire autrement que nous imposer le 49.3. Mais de qui se moque-t-on? Comment les gens peuvent encore croire ce genre de choses? Aussi bien à droite qu'à gauche. Toute tendance confondue, parce que je fais très attention qu'on ne m'accuse pas d'être d'un côté ou de l'autre. Je ne suis d'aucun côté aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention au niveau des programmes de ces candidats, que ce soit pour la primaire, la présidentielle, quand Vincent Peillon propose un mandat unique pour les parlementaires, Sylvia Pinel un septennat unique? Sylvia Pinel qui... PRG, Parti radical de gauche, président du PRG, quand vous étiez conseiller régional. Et beaucoup de candidats ont notamment parlé de la baisse du nombre de parlementaires. Ça vous parle, ces propositions-là, ou finalement elles ne sont que des propositions? Ça me parle, mais je rappelle quand même que depuis même 50 ans, on nous parle tous de réduire les parlementaires, et que je viens de vous prouver par A plus B qu'avec la réduction des mandats en mars 2017, il y en aura encore plus d'élus. Donc qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'à chaque fois on dit qu'on va réduire, et à chaque année ça augmente. Donc qu'ils arrêtent de nous mentir, qu'ils le fassent. Ça suffit les promesses, passez aux actes. Je rappelle quand même que tous les présidents de la République, tous les candidats ont dit qu'ils allaient supprimer la Haute Cour de justice. Tous. Aucun l'a fait. La démocratie est-elle en danger? On va revenir à la question de cette conférence. Il n'y a plus de démocratie selon vous? Il n'y a plus de démocratie. Moi j'ai découvert aujourd'hui qu'il y a des élus qui sont élus avec 1% des électeurs. Écoutez bien, 1%. Je pèse mes mots. Pour vous, c'est l'abstention qui tue la démocratie? Non, l'abstention aujourd'hui est voulue. Aujourd'hui, l'abstention est organisée. Plus les gens s'abstiennent, plus c'est facile d'être élu. Un pic sur les inscriptions sur les listes électorales avec cette année 2017. Oui, ça c'est ce qu'on vous raconte dans les journaux, on en reparlera au moment du vote. Vous êtes optimiste quand même pour très optimiste. Pour ces scrutins et pour l'évolution de... Je pense qu'on est à la veille d'un soulèvement populaire. Je pense qu'on est à la veille de l'émergence de nouveaux candidats, de gens qui disent autre chose et pas de produits frelatés. Moi, quand j'ai un produit frelaté dans mon frigo, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le jette. Aujourd'hui, on a des produits politiques qui sont là depuis 40 ans. J'ai fait la liste dans mon prochain livre. Depuis 40 ans, 50 ans, c'est les mêmes personnes qui nous demandent de faire des choses jeunes. Les Français disent non finalement, avec Nicolas Sarkozy notamment, avec Alain Juppé. Mais parce qu'il y en a qui ont abusé, mais là, globalement, la plupart des élus sont des professionnels de la politique. Ces gens-là sont là depuis 40 ans. Aujourd'hui, la plupart des élus politiques ne savent même pas ce que c'est que travailler. Ils ont tous commencé dans la politique. Comment vous voulez que ces gens soient au courant de ce qui se passe? Vous êtes sensible à la candidature d'Emmanuel Macron, qui se veut le candidat anti-système finalement? Oui, je suis vachement sensible. Le siège social de M. Macron, c'est une des succursales du MEDEF. Un des dirigeants de l'association de M. Macron de machin, c'est un des anciens dirigeants de la BNP. Moi, j'ai du mal à croire que ce mec-là travaille vraiment. Ce type-là est parti en Angleterre il n'y a pas longtemps récupérer du pognon auprès du CAC 40. Donc moi, je dis que si les mecs du CAC 40, si le dirigeant de la BNP commence à payer un type comme Macron, à mon avis, c'est pas forcément pour qu'on ne paye pas les chèques. Philippe Pascaud, sur quoi travaillez-vous après ces ouvrages? Alors je termine Veilleur de conscience, vous l'avez dit tout à l'heure. Un autre livre qui va sortir en février-mars, dont je vous donne le titre en exclu, ça s'appelle « Allez presque tous vous faire foutre ». Vous annoncez la couleur? J'annonce complètement la couleur et je laisse presque, parce qu'il y a de l'espoir encore. La politique, c'est pas un monde de pourris. Par contre, arrêtons de voter pour des produits frelatés et pour des gens qui ont été en prison. Et on vous retrouvera donc en conférence au Vésinet le jeudi 12 janvier à 20h30 à l'hôtel du sport de Ville. Merci Philippe Pascaud. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.